Je vous propose qu'on lance maintenant la prochaine audition. Donc j'attends que tout le monde revienne, s'installe. C'est bon. Donc, monsieur le vice-président, madame la directrice générale et mes chers collègues, d'abord, je vous prie de nous excuser pour notre retard. Et avant de débuter notre audition, je vous prie aussi de nous excuser un instant, car il nous faut procéder à 3 nominations de rapporteurs. En premier lieu, des rapporteurs sur 2 propositions de loi qui devraient être inscrites à l'ordre du jour de la séance publique du jeudi 31 octobre prochain dans le cadre de la journée réservée du groupe Rassemblement national. Donc la proposition de loi qui vise à moderniser les installations hydroélectriques pour renforcer la souveraineté énergétique de la France, pour laquelle j'ai reçu la candidature de monsieur Nicolas Maisonnet, et la proposition de loi visant à réduire les contraintes énergétiques pesant sur l'offre locative et à juguler leurs effets sur la crise du logement, pour laquelle j'ai reçu la candidature de monsieur Frédéric Falcon. Donc, messieurs Maisonnet, Falcon sont donc nommés rapporteurs sur ces 2 textes. Par ailleurs, il nous faut également désigner un rapporteur sur le projet de nomination en application de l'article 13 de la Constitution de M. Philippe Mauguin aux fonctions de président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, dans laquelle j'ai eu le plaisir de travailler pendant un certain nombre d'années, et que nous devrions pouvoir recevoir en audition mardi prochain. En application du tourniquet des nominations, celle-ci revient au groupe Rassemblement national, qui nous a fait part de la candidature de M. Robert Le Bourgeois. Donc, pas d'opposition. Il est donc ainsi décidé et je vous en remercie. Nous en venons sans plus tarder à l'audition des représentants d'Action Logement Groupe. Nous sommes heureux d'accueillir son vice-président, M. Philippe Langrand, Mme Nadia Bouillet, qui est directrice générale, pour évoquer ensemble la situation, les perspectives en matière de logement, comme nous l'avons fait la semaine dernière en recevant les responsables de l'Union nationale pour l'habitat et du groupe Nexity. Union sociale pour l'habitat, USH. Nous vous remercions d'avoir bien voulu accepter la modification de l'horaire de votre audition afin que nous puissions avoir préalablement tenu une élection importante pour notre bureau. Nous nous excusons auprès de votre président, M. Arkady Pan, qui n'a finalement pas pu participer à cette audition. Audition qui a pris un peu de retard. Nous avons souhaité nous pencher particulièrement, vous le savez, sur ces questions de logement, car chacun d'entre nous peut le constater, les Français peinent à se loger. Et d'une façon générale, le secteur immobilier connaît depuis 2 ans une situation très difficile. Au second trimestre 2024, les mises en vente de logements neufs ont baissé de 42% par rapport au second trimestre 2023, alors qu'elles étaient déjà en baisse par rapport à l'année précédente. Le niveau élevé des taux d'intérêt a rendu très difficile l'accession à la propriété malgré de légères baisses de prix à la vente depuis 1 an. L'offre de location dans le parc privé reste insuffisante et trop chère. C'est sans doute ce qui explique le nombre de demandes de logement de demandes de logement social est atteint cette année, le record de 2,7 millions, dont 1,8 million provenant de ménages n'ayant jamais vécu en HLM. Par ailleurs, la part des ménages qui investissent dans le logement a diminué au cours des dernières années dans un contexte de fiscalité peu attractive, d'autant que les dispositifs fiscaux soutenant cet effort pourraient disparaître. Dans ce contexte difficile pour le logement, notre commission entendra donc avec d'autant plus d'intérêt votre point de vue sur l'évolution de la production de logements sociaux, mais aussi sur le nécessaire soutien à leur rénovation énergétique. Je rappelle ici que votre groupe bénéficie de l'affectation du produit de la participation de l'employeur à l'effort de construction, l'APEC, de l'ordre de 2,6 milliards d'euros en 2023. Ce prélèvement social portant sur la masse salariale des entreprises est destiné à aider les salariés à se loger. Par ailleurs, Action Logement est une activité immobilière par ses filiales foncières, entreprises sociales de l'habitat, sociétés de gestion de logements intermédiaires qui gèrent plus d'1 million de logements. Votre groupe déploie aussi un certain nombre de services comme l'assurance Visale ou des prêts pour les salariés. Il finance des programmes nationaux tels que le nouveau programme national de rénovation urbaine et Action Cœur de Ville. Pourriez-vous nous indiquer quelles pourraient être les conséquences du reclassement par l'INSEE d'Action Logement comme administration centrale, reclassement au sujet duquel vous avez déposé un recours devant le Conseil d'État, nous indiquer quand vous devriez connaître l'issue de ce recours. Nous indiquez également vos priorités en 2025 pour vos activités immobilières en matière de construction, rénovation de logements, en matière de services apportés aux salariés, participation aux programmes nationaux comme le NPN Rue ou l'Action Cœur de Ville. Plus généralement, nous aimerions entendre vos
préconisations pour relancer le secteur du logement, connaître vos attentes sur les moyens financiers consacrés au logement dans le cadre du projet de loi de finances 2025, ainsi que votre opinion concernant les mesures qui étaient prévues dans le cadre du projet de loi sur le logement, dont l'examen était dont l'examen était envisagé en juin dernier, avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Merci encore d'être à nos côtés pour voir ensemble comment nous pouvons faire progresser la situation du logement dans notre pays au bénéfice de tous. Et donc, je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes, après quoi, comme vous le savez, nous entendrons les orateurs des groupes, chacun pour 4 minutes, réponse comprise, puis les orateurs individuels pour 1 minute par question. Merci à vous. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Madame la présidente de la commission, à nouveau, mes félicitations et les félicitations d'ailleurs du président pour votre élection. Mesdames et messieurs les députés, bonjour à vous toutes et tous. J'ai donc le plaisir, effectivement, et vous l'avez indiqué, le plaisir et l'honneur de représenter en tant que vice-président d'Action Logement Groupe, le groupe Action Logement, en l'absence du président Bruno Arcadipane, qui, pour les raisons que vous avez évoquées, ne peut pas participer à cette audition. Vous remercier tout d'abord, bien évidemment, de nous entendre aujourd'hui. Alors évidemment, vous avez souligné le retard bien compréhensible, hein, puisqu'il y a eu toute une série d'élections, donc on comprend bien évidemment cette situation. Mais nous vous remercions en tout cas de nous auditionner ce matin. On sait que vous réalisez, vous l'avez mentionné aussi, tout un cycle d'auditions auprès des acteurs du secteur du logement. Et vous le savez, et j'y reviendrai assez longuement, les partenaires sociaux que nous représentons, que je représente ce matin. Je rappelle d'ailleurs que c'est un groupe paritaire composé des 5 organisations syndicales ouvrières représentatives. Je suis d'ailleurs moi-même issu de la CFDT, et des 2 organisations patronales que sont le MEDEF et la CPME, la présidence du groupe revenant à une présidence MEDEF. Donc les partenaires sociaux jouent un rôle important, et j'y reviendrai, dans le logement de façon générale, et particulièrement dans le logement social et dans le logement des travailleurs et de l'ensemble des salariés. Et c'est vrai que on vit depuis un certain nombre d'années maintenant une crise particulièrement forte dans le domaine du logement. Il n'est pas faux de dire d'ailleurs que les partenaires sociaux, l'ensemble des partenaires sociaux et la gouvernance d'Action Logement ont alerté les pouvoirs publics, les différents représentants, députés, sénateurs et bien sûr les membres du gouvernement sur cette situation du logement qui s'est particulièrement dégradée ces dernières années. Je ne vais pas être trop long là-dessus parce que la situation, je pense que vous la connaissez comme moi, mais je pense pouvoir dire que depuis une 50aine d'années, c'est certainement la crise la plus forte que connaissent nos concitoyens en matière de logement, et notamment les travailleurs que nous représentons, puisque notre priorité, c'est de loger les salariés à Action Logement. Des logements trop chers, des logements trop rares, des logements trop énergivores. Je reviendrai d'ailleurs sur les aspects de transition écologique. Des logements souvent ou parfois trop loin de leur emploi, trop petits pour un certain nombre de familles, notamment dans des zones tendues. Bref, et vous l'avez mentionné, 2 700 000 personnes inscrites au SNE, c'est plus 100 000 sur un an, donc c'est considérable, même si après, il est important d'analyser de près ces données et ces chiffres, mais enfin en données brutes, c'est quand même plus 100 000 sur un an d'inscrits au SNE. Et au-delà d'une crise du logement, ça engendre une crise un peu sociale, voire sociétale. Donc je reviendrai sur ce point, mais ce n'est pas simplement une crise du logement, hein, ça engendre d'autres conséquences et d'autres fractures. Et quand on discute avec des jeunes aujourd'hui, parce que pour les plus anciens, c'est un peu différent, même si la question du vieillissement est une vraie question aussi sur laquelle je reviendrai, les jeunes aujourd'hui et les jeunes salariés qu'on rencontre, c'est assez paradoxal pour un senior comme moi, puisqu'il y a quelques années, quand on croisait des jeunes, les jeunes disaient on ne trouve pas de boulot. Aujourd'hui, les jeunes, ils disent je trouve un boulot, mais je ne trouve pas de logement. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle donnée qui est assez percutante
alors notamment dans les zones tendues, mais pas seulement dans les zones tendues. Hein. C'est ce qui fait aussi la nouveauté. C'est qu'il y a quelques années, c'était l'Île-de-France, voire Rhône-Alpes et PACA, mais aujourd'hui, toutes les métropoles et bon nombre de territoires sont touchés par ce phénomène où des jeunes trouvent un travail, mais ne trouvent pas de logement. Derrière aussi, c'est la situation de l'emploi. La Fédération française du bâtiment annonce des chiffres importants en termes de perte d'emploi, de l'ordre de 150 000. Mais là aussi, ce sont des chiffres macro que je vous donne, mais en micro, quand on rencontre aussi et les entreprises et les salariés, ces données sont corroborées par la situation telle que vivent les entreprises et les salariés. Alors face à cette situation, je l'ai dit, les partenaires sociaux et notamment la gouvernance d'Action Logement, elle a alerté à nombreuses reprises les différents acteurs. On n'a pas fait qu'alerter. Ces dernières années, un mot quand même sur le groupe Action Logement, il s'est réformé de façon extrêmement forte. On a mis en place une réforme structurelle forte il y a maintenant quelques années, 2016, 2018. Donc, ce qui fait que notre groupe est jeune, j'insiste sur ce point. Alors, l'histoire d'Action Logement, elle est très ancienne, c'est 70 ans d'histoire, c'est le 1%, hein, je pense que vous avez toutes et tous connu ça, mais le groupe Action Logement, en lui-même, est un groupe jeune qui s'est réformé de façon forte, qui a fait beaucoup d'efforts, je le souligne, beaucoup d'efforts dans sa restructuration du groupe, avec une baisse sensible des frais de fonctionnement de façon globale, ce qui nous avait été demandé, et avec le souci d'être plus efficace et d'être plus efficient, notamment dans la crise qu'on traverse. Parce que si on traverse une crise telle que vous l'avez d'ailleurs souligné en introduction et telle que je viens de le dire, notre groupe se devait de répondre présent et donc d'apporter à sa hauteur des réponses aux entreprises, aux territoires et aux salariés. Et je pense pouvoir dire qu'on a fait le job ces dernières années et on continue à le faire. Donc vous nous avez posé un certain nombre de questions très précises auxquelles on va répondre. Mais en tout cas, les partenaires sociaux, ils ont été au rendez-vous pour faire face à cette crise avec les moyens dont on dispose. Et les moyens dont on dispose, effectivement, c'est la participation des entreprises à l'effort de construction, la fameuse PEC, qui s'élève à 0,45% de la masse salariale de l'ensemble des entreprises de plus de 50 salariés. Et je corrige un peu le chiffre que vous avez communiqué en introduction, ça s'élève autour d'1,8 milliard par an. C'est à peu près ça les sommes que nous disposons. Alors évidemment, c'est variable selon la masse salariale qui varie un peu d'une année à l'autre, mais pas du simple double, vous pouvez l'imaginer. Il y a quelques variations, mais ça tourne autour de ce chiffre, auquel s'ajoutent des retours de prêts, puisque si Action Logement subventionne beaucoup, il prête aussi, et donc il y a des retours de prêts qui s'ajoutent à cette somme de façon annuelle, qu'on globalise, comme vous le savez, dans une convention quinquennale. Et cette convention quinquennale, qui a fait l'objet de négociations extrêmement longues et difficiles, a fait l'objet d'une signature il y a un peu plus d'un an, en juin 2023, avec la Première ministre de l'époque. Donc nos travaux, ils s'inscrivent dans cette convention quinquennale jusqu'à la fin de l'année 2027. Donc notre objectif, il est assez simple. Alors après, à mettre en œuvre, et à mes côtés, donc vous l'avez dit, donc se trouve la directrice générale du groupe, Nadia Bouillet, qui bien sûr interviendra et complétera mes propos. Mais notre objectif, il est finalement assez simple, c'est de loger le plus de travailleurs possible. C'est ça, de répondre à la question des travailleurs en termes de logement. Et notamment, les travailleurs de première ligne. On sait qu'aujourd'hui, c'est une vraie difficulté pour ces travailleurs essentiels que de trouver un logement, et les travailleurs modestes. Même si on a vocation, et notre objectif, c'est de loger le plus de travailleurs possible. Mais vous voyez bien que la priorité, elle se tourne quand même sur ces travailleurs. Donc je disais faire le job. C'est quoi faire le job? Quelques chiffres, quelques données. C'est construire et loger. Notre objectif sur les années qui viennent, c'est 40 000 logements par an. Sachez qu'en 2023, ce sont 115 000 ménages qui ont été 115 000 ménages salariés qui ont été logés. Donc c'est un chiffre important et c'est surtout un chiffre en croissance, c'est-à-dire que c'est plus 10% par rapport à l'année précédente, par rapport à l'année 2022. Donc ça veut donc dire qu'on est un groupe qui fait, qui bouge et qui agit. Et s'ajoute à cela 20 000 travailleurs en mobilité qui ont bénéficié de logements temporaires. Là aussi c'est important, peut-être que vous aurez des questions là-dessus, mais c'est une difficulté aussi du contexte
dans lequel on se trouve. Notamment, je pense aux travailleurs saisonniers, hein, qui est une vraie question aujourd'hui sur bon nombre de territoires, notamment auprès de la mer ou en montagne ou dans bon nombre d'endroits dans l'Hexagone et d'ailleurs en Outre-mer. Le deuxième objectif, et vous l'avez évoqué, c'est les questions de rénovation. Je pense que Nadia complétera avec des chiffres très précis, mais on a la volonté depuis plusieurs années maintenant de rénover notre parc et de répondre à la question de la transition écologique pour deux raisons. Pour des raisons, j'ai presque envie de dire, alors je vais reprendre l'expression qui est un peu connue, de fin de mois et de fin du monde, mais c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire de répondre à la question de façon globale de la transition écologique, mais aussi on sait qu'avec des immeubles et des appartements rénovés, ça veut dire aussi des charges moins fortes pour les locataires qui habitent ces appartements. Donc il y a un double objectif. Là aussi, c'est 40 000 par an. On peut le dire, bon, Nadia complétera, mais on est même presque plus que dans les objectifs. C'est-à-dire que vraiment, on est dans les temps et je pense aussi qu'on peut être assez satisfait de ce qu'on fait en la matière. Et puis, il y a l'accompagnement des travailleurs, qui est aussi un volet très important, et vous l'avez souligné, du groupe, ayant en tête que c'est 750 000 demandes par an, accompagnements par an, 750 000 accompagnements par an, donc c'est quand même considérable, avec effectivement en point d'orgue le dispositif Visal, qui est un dispositif très important puisqu'il permet, alors ça c'est une phrase que j'ai lancée et que j'utilise souvent, mais c'est le réseau de ceux qui en ont pas, mais c'est exactement ça, hein, c'est-à-dire que ceux qui ont des parents qui peuvent se porter caution garant n'ont pas besoin de Visal. En revanche, tous ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir une caution parentale ou familiale, eh bien, Visal répond à leur demande. Et puis, ça sécurise aussi le bailleur. Et d'ailleurs, on a re-signé des conventions avec un certain nombre de structures. Je pense à la FNAIM, par exemple. Mais dans l'accompagnement des travailleurs, on a aussi l'accession sociale à la propriété. Par exemple, c'est 20 000 ménages par an qui ont pu bénéficier du taux réduit à 1%. Voilà. On aide aussi la profession. On l'a aidé l'année dernière avec le plan 30 000 logements, qui était un axe essentiel là aussi pour répondre à la crise. Et puis, on a notre participation aux politiques publiques, vous l'avez signalé aussi, notamment au travers de l'ANRU. Je rappelle quand même qu'on est le financeur principal, c'est un faible mot d'ailleurs, de l'ANRU, hein, puisque c'est plus de 70% des dispositifs qui sont financés par le groupe. Mais vous avez cité aussi, à juste titre, ACV, Action Cœur de Ville, qui est un autre dispositif auquel Action Logement participe, alors, de façon un peu moins forte, à peu près autour de 50%, mais en tout cas de façon très forte, et qui est un dispositif qui apporte aussi des réponses à un certain nombre de territoires, notamment aux villes moyennes, je pense, et au centre-ville des villes moyennes, et qui permet notamment de réhabiliter les centres-villes, mais de permettre aussi aux travailleurs et aux salariés de trouver un logement au sein de ces centres-villes et donc en proximité des emplois. Il y a un dispositif qui a fait ses preuves et qui fonctionne bien. Donc, on a une gouvernance alors qui peut paraître parfois un peu atypique, notamment dans les périodes actuelles, mais une gouvernance simplifiée. Et moi, j'insiste sur ce point, une gouvernance qui fonctionne. Et je pense que ce que je viens de vous dire en 5 minutes le démontre. Pourquoi ça fonctionne? Et je pense que c'est important de dire un mot là-dessus et de dire un mot sur la démocratie sociale que j'affectionne particulièrement. Je pense que, alors je suis particulièrement attaché à la démocratie politique, mais aux côtés de la démocratie politique, il doit y avoir une démocratie sociale forte et qui fonctionne. Et cette démocratie sociale au sein d'Action Logement, elle prend corps autour de cette gouvernance, autour des partenaires sociaux qui trouvent les solutions. Et pourquoi ils les trouvent? Parce que on a des représentants des entreprises, des chefs d'entreprise qui ont leurs besoins. Hein, et leurs besoins aujourd'hui, on y reviendra sans doute, mais on parle beaucoup d'emploi, de réindustrialisation dans le pays. Je pense que les exemples peuvent être nombreux. On se déplace beaucoup. Alors, une des forces d'ailleurs du groupe, c'est son côté territoire. C'est-à-dire qu'on a un groupe effectivement centralisé. C'était ça l'objectif de la réforme d'ailleurs, hein, de centraliser, de faire un groupe fort qui met en place
des objectifs politiques, des dispositifs politiques, mais ensuite, on a des territoires, et ces territoires prennent en compte les spécificités territoriales. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose en Île-de-France qu'en Guadeloupe, et on ne fait pas la même chose à Marseille qu'à Dunkerque. Voilà, pour faire court. Mais vous voyez bien qu'on a des projets de réindustrialisation, et c'est tant mieux, très forts dans le pays. Je pense à ce qui se passe à Dunkerque, ou autour de Dunkerque, ou encore à Dieppe, ou dans bon nombre de territoires. Et si on veut réindustrialiser et l'emploi, il faut du logement. Voilà. Donc, c'est aussi la force d'Action Logement de s'appuyer sur ces territoires et sur ses représentants. Donc, j'y reviens. Ces représentants, c'est qui? C'est les chefs d'entreprise. Bon, et donc, le président n'est pas là, mais s'il était là, je pense qu'il porterait aussi la voix des chefs d'entreprise et la voix des travailleurs que les organisations syndicales représentent. Et on arrive à trouver les compromis, de faire en sorte qu'on trouve les meilleures solutions possibles, à la fois pour les entreprises, les travailleurs, mais aussi les territoires qui ont besoin, comme vous le savez, de logements. Alors, je finirai par les dernières questions que vous nous avez posées. Les objectifs. Comment on voit les choses? Je l'ai dit, les objectifs, ils ne sont pas qu'autour du logement. Ils sont sociaux au sens large, parce que quand on n'a pas de logement ou quand on habite un logement qui ne convient pas, assez vite, les incidences se portent de façon générale sur la situation sociale de la personne ou du ménage. Donc les objectifs, ils sont sociaux, sociétaux et aussi économiques, pour les raisons que j'évoquais. C'est un secteur de temps long, il faut l'avoir en tête. Bon, pour ceux qui connaissent bien le logement, je pense qu'ils l'ont en tête. Moi, j'ai beaucoup travaillé en tant que syndicaliste sur les questions d'emploi pendant de nombreuses années, et je vois bien la différence qu'il y a entre des politiques qu'on met en œuvre en matière d'emploi ou de formation et des politiques qu'on met en œuvre en matière de logement. Le temps est radicalement différent. C'est-à-dire que les conséquences, lorsqu'on met une politique de l'emploi en place, les conséquences se voient assez vite. Elles se voient assez vite. Quelques mois après, on a déjà des premiers résultats. Après, on peut être contre ou pour un certain nombre de politiques qui sont mises en œuvre, mais en tout cas, les conséquences, elles se voient assez vite. Sur le logement, le temps est très très long. C'est-à-dire que les choix qu'on fait, c'est 5, 6, 7 ans, voire davantage, en termes de réalisation. Donc, il y a une volonté, en tout cas, là je vais porter les 2-3 objectifs qu'a le groupe. D'abord, avoir une stabilité dans les dispositifs. Ça fait suite à ce que je viens de dire, c'est-à-dire on ne peut pas changer de dispositif en matière de logement tous les 4 matins. Bon, tous les 4 matins, j'exagère un peu, mais il faut une certaine stabilité dans les dispositifs qui sont mis en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être figé, hein, il faut être ambitieux, il faut être innovant, mais il faut une certaine stabilité. Le deuxième point, c'est qu'il faut s'appuyer sur ce qui marche. Il faut s'appuyer sur ce qui marche. Or, dans ce pays, on n'a pas tendance toujours à le faire. Alors, l'exemple que je donne, je vais vous donner un exemple, il pourrait y en avoir d'autres. Je pense à Visal. C'est un dispositif qui marche très très bien. Voilà, donc l'objectif dans la Convention, c'est plus 2 millions de contrats supplémentaires. On est à plus d'1 million maintenant de contrats, 1,3 million ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même considérable. L'objectif de la Convention, c'est plus 2 millions. Il y a une tentation de généraliser, de rendre le système universel. Très franchement, ça fait débat. Je n'y suis pas favorable pour plein de raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer là, mais peut-être qu'on y reviendra. Mais au-delà du fond, ce système, il marche. Ne détricontons pas un système qui marche. Voilà. On a tendance parfois à faire ça en France. Et puis les défis, il y en a au moins 3, que j'ai déjà abordés. La transition énergétique, bien évidemment, répondre aux questions de fin du mois et de fin du monde. Le vieillissement de la population, c'est un vrai sujet aujourd'hui, notamment en matière de logement. Et puis la pleine emploi, mais ça, j'en ai déjà parlé. En termes de mesures techniques, je pense qu'il peut y avoir il y a pas mal de discussions autour du prêt à taux zéro aujourd'hui. J'ai dépassé les 15 minutes. Bon, alors sans doute qu'on y reviendra, ou même peut-être que Nadia va aborder les questions du prêt à taux zéro, la question de l'accession sociale à la propriété, qui est un vrai enjeu aujourd'hui, des questions autour de la RLS, de la TVA. Je pense que c'est des questions essentielles. Et puis peut-être dans un deuxième temps, je reviendrai sur l'APU, parce que vous avez posé une question sur l'APU, donc il faudrait que j'y revienne, et sur le logement abordable. Voilà, merci. Merci, monsieur le vice-président. Je vous propose de revenir sur, évidemment, tous ces points-là au moment de la réponse aux questions, notamment. Donc maintenant, on va procéder
aux orateurs des groupes, et en commençant donc par le groupe parlementaire Rassemblement National, Robert Le Bourgeois. Donc je rappelle que c'est 4 minutes, réponse comprise, voilà, de votre part. Merci Madame la Présidente, c'est bien compris. Monsieur le vice-président, Madame la directrice générale, lorsque la PEC a été créée, elle avait comme objectif très clair de répondre à la pénurie de logements. Cet objectif trouve un écho particulier dans le contexte de crise que nous traversons. Les gouvernements successifs n'ont apporté aucune solution pérenne à cette situation et au contraire favorisé la hausse des coûts de construction avec la RE 2020, limité l'offre locative avec le DPE et raréfié le foncier avec le ZAN. Dans le même temps, le secteur a été rendu grandement dépendant à la dépense publique et craint, dans le contexte budgétaire que nous connaissons cette année, des coupes importantes sur des dispositifs comme MaPrimeRénov'. À cet égard, l'évolution que le groupe Action Logement a apportée à son modèle économique est un exemple intéressant d'indépendance vis-à-vis de l'argent public lui-même. Si la PEC constituait autrefois la majeure partie de vos ressources, depuis 2019, vous avez massivement recours à l'endettement obligataire qui représentait l'année dernière près de la moitié de vos ressources. Pour autant, le différent, Madame la Présidente le rappelait tout à l'heure, le différent quant à votre classement comme administration publique, pour lequel vous venez de déposer un recours devant le Conseil d'État, laisse planer un doute sérieux sur votre capacité à investir dans la durée pour la construction et la rénovation de nos logements. Si elle était confirmée par le Conseil d'État, cette décision aurait pour conséquence probable, sauf erreur de notre part, de vous empêcher de vous endetter à plus de 12 mois. Cela remettrait aussi en question l'organisation paritaire plutôt saine d'Action Logement, même si perfectible à certains égards, comme le rappelait la Cour des comptes en 2021. Avec la nomination récente de Madame Létard comme ministre du Logement, quelles sont vos attentes, vos espérances sur le sujet brûlant du statut d'Action Logement ? Et faut-il de ce fait craindre une réduction des diverses aides et financements d'Action Logement, avec les conséquences préjudiciables que cela emporterait sur l'ensemble du secteur ? Je vous remercie. Il vous reste 2 minutes, hein. Voilà. 2 minutes, on va partager en deux avec Nadia. Simplement sur l'APU. L'APU, ça date un peu maintenant, puisque c'est sorti par l'INSEE il y a un peu plus d'1 an. Je rappelle que dans la signature de la convention quinquennale, on a fait inscrire noir sur blanc dans le texte de la convention que tant qu'il y avait une procédure, l'arrêté ne serait pas pris. Comme vous l'indiquez, ça touche à notre possibilité de s'endetter au-delà de 12 mois, qui serait une conséquence dramatique, hein, pour le groupe, puisqu'il y a nécessité, voire obligation de s'endetter pour les raisons que j'évoquais un peu tout à l'heure. Hein. En termes de logement, on est sur des sommes considérables et sur du temps long. Il y a une autre conséquence que vous n'avez pas mise en avant, et j'insiste sur ce point, c'est que ça mettrait en cause la gestion paritaire, cette affaire-là, si l'arrêté était tenu. C'est bien pour ça que l'ensemble des partenaires sociaux s'y opposent de façon unanime et extrêmement forte. Je me souviens des propos de la première ministre de l'époque qui nous avait plutôt rassurés en disant il n'y a pas lieu de prendre cet arrêté pour l'instant. Vous citiez la nouvelle ministre du Logement, Madame Létard, avec laquelle on a plutôt de bonnes relations, donc on verra la suite. Mais effectivement, si cet appui devait être pris, ce serait dramatique à la fois pour Action Logement, mais pour l'ensemble des acteurs de logement. Il faut bien signifier cela. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que sinon... Juste 30 secondes complétées. Cette décision de l'INSEE, elle est intervenue après plusieurs années où il y a eu des prélèvements sur la trésorerie d'Action Logement, au moment même où justement on voulait utiliser cette capacité financière de la société de financement ALS pour faire plus. Et ces prélèvements, il y a eu 500 millions, puis 1 milliard, puis 300 millions. Et puis la hausse du seuil de cotisation, puisque c'est les entreprises de plus de 50 qui cotisent, alors qu'avant c'était 20 avec la loi Pacte, et une non-compensation par l'État qui s'était pourtant engagé à le compenser, donc de 300 millions d'euros. Ça fait une perte de recettes pour nous qui est très importante, 2,7 milliards. Ça correspond à 450 000 salariés qui ne sont pas logés en équivalent de droits de réservation qui auraient pu être acquis. Voilà, je tenais à le dire là-dessus. Merci à vous. Alors maintenant, pour le groupe EPR, Jean-Luc Fugit.
Merci Madame la Présidente. Je profite d'avoir la parole pour vous féliciter pour votre élection. Merci à Monsieur le Vice-président et à Madame la Directrice Générale d'Action Logement Group pour votre présentation que je trouve très sincèrement à la fois intéressante et précise. Alors, filiale du groupe Action Logement, la foncière de transformation immobilière prévue donc au plan d'investissement volontaire, le PIV, contractualisé avec l'État, prévoit de mobiliser 1,5 milliard d'euros pour acquérir des bureaux ou des locaux d'activité obsolètes, lever les freins dans la durée et permettre leur transformation en logement à loyer maîtrisé ainsi qu'en accession à la propriété au profit des salariés de l'emploi sur les territoires. La transformation de bureaux et locaux d'activité en logement est une solution souvent évoquée, mais finalement assez peu mise en œuvre. En effet, ces opérations présentent un coût de revient élevé, rendant très difficile l'équilibre financier, notamment en raison des coûts d'acquisition et de travaux importants. Comme vous le savez, la Commission des affaires économiques a examiné au printemps dernier une proposition de loi de notre collègue du groupe Modem, Romain Daubier, visant à faciliter la transformation de bureaux en logements, proposition de loi que nous espérons d'ailleurs faire aboutir le plus rapidement possible. Alors je finirai mon propos en vous posant 2 questions. Concrètement, pourquoi, selon vous, l'équilibre financier est-il plus difficile à trouver sur des opérations de transformation de locaux en logements que sur de la construction neuve, alors même que les coûts de ces constructions ont fortement augmenté? Et enfin, quelles sont, à votre avis, les solutions qui pourraient améliorer l'attractivité financière de ces opérations pour les opérateurs? Merci. Alors, merci beaucoup pour votre question. Déjà, sur le texte de M. Daubier, on espère qu'il arrivera bien au bout parce qu'effectivement, il apporte vraiment des simplifications à la transformation de bureaux. Je vais vous donner des ordres de grandeur. Ce qu'on observe avec cette foncière qui marche très bien, puisqu'elle a pu, jusque-là, on a eu à peu près 1500 logements par an qui vont être, ou qui ont déjà d'ailleurs été construits grâce à ces transformations avec l'activité de la foncière créée en 2020. Le coût de transformation moyen observé, c'est 2600 € du mètre carré. Et donc, il est au-delà, en fait, d'un coût de construction sur un terrain, je dirais, un terrain simple, viabilisé, où vous allez vraiment à 2600 €, vous construisez un palais. On est beaucoup inférieur à ça, malgré l'augmentation des coûts de construction. Et ces coûts-là, ils sont liés aussi à la difficulté d'être déjà dans un bâtiment existant. Et en fait, chaque projet est un projet aujourd'hui unique. On n'a pas une filière de transformation très rodée. Et même au niveau des professionnels, vous voyez, quand on prend un nouveau espace de bureau, en fait, on réinvente à chaque fois un projet. Donc il y a un enjeu, je dirais, avec cette massification des transformations, à faire émerger une filière, à faire émerger des techniques et à pas le recréer à chaque fois. C'est ce qu'on observe aujourd'hui sur les premières opérations, qui sont maintenant, on en a plus d'une 50aine quand même dans les tuyaux. Et donc on a cet enjeu-là. Et aussi, alors on commence à le travailler sur le neuf, ce qu'on appelle la réversibilité des bâtiments, c'est-à-dire que dès la conception, on se disent que demain, et ça c'est embarqué dans la PPL aussi, qu'on puisse le faire de façon plus facile techniquement. Parce qu'en fait, techniquement, c'est pas les mêmes normes, donc on n'a pas les mêmes trames. Et ce qu'on peut faire facilement dans les transformations de bureaux, c'est plutôt des logements jeunes, étudiants, parce que là, on arrive à retrouver des trames plus petites et donc à construire ces logements-là. Donc c'est essentiellement des contraintes techniques, mais on a quand même, avec cet enjeu de professionnalisation, une capacité sans doute à aller un peu plus loin et à faire baisser ce coût unitaire et au mètre carré des transformations. Maintenant, pour le groupe LFI, Sandrine Nosbé. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie également le groupe Action Logement, Monsieur Langrand et Madame Bouillet d'avoir accepté cette invitation pour cette audition. Alors aujourd'hui, 4,2 millions de personnes sont non ou mal logées et 2,7 millions de ménages sont en attente d'un logement social. C'est 20% de plus depuis 2016. Face à cette crise, la décision du président Macron a été de l'accentuer encore davantage par une saignée sociale qui s'est traduite notamment par la baisse drastique des logements sociaux, moins de 83 000 agréments délivrés pour la construction en 2023 contre 123 000 en 2016. Est à constater également, totalement à contre-courant des besoins de la population, une diminution des aides à la construction, une baisse des aides personnelles au logement ou encore une ponction des bailleurs sociaux, et vous en avez subi les conséquences.
Vous étiez initialement le groupe 1% logement, dispositif d'aide au logement créé en 1943, où les employeurs devaient investir dans la construction de logements pour leurs salariés à hauteur de 1% de la masse salariale, la fameuse participation des employeurs à l'effort de construction. Ce taux de 1% a été diminué pour atteindre 0,45%. Votre nom a changé pour Action Logement. Peu à peu, les modifications et extensions conventionnelles ont fait éclater le budget alloué à l'investissement locatif social pur, un démantèlement pierre par pierre remettant en cause les différents statuts dont cette participation des employeurs à l'effort de construction. Vous, le monde HLM, appeliez à un sursaut de l'État l'an dernier à l'occasion de votre congrès annuel à Nantes. Cette année, au même rendez-vous à Montpellier, la situation s'est encore dégradée. Vous réclamez des moyens financiers pour accélérer la production de logements et la rénovation du parc HLM, mais le gouvernement vous a seulement fait des promesses qui n'ont pas été tenues, vous a obéré sur votre capacité de production et de rénovation et vous a ponctionné. Ces dernières années, vous faites donc face à une véritable politique du nœud coulant et vos ressources ont cessé de fondre comme neige au soleil. La nouvelle ministre du Logement, Mme Létard, déclare vouloir vous soutenir, tout en précisant aussitôt que la situation budgétaire est très tendue. Le budget serait même à la baisse. En parallèle, la bombe sociale, elle, a explosé. Nous sommes convaincus que la construction massive de logements sociaux est essentielle pour sortir de la crise de logement généralisée et pour cela, les solutions existent. Ainsi, ma question est donc la suivante. Que pensez-vous de réaugmenter la participation des employeurs à l'effort de construction à 1% de la masse salariale et de l'orienter directement vers l'investissement locatif social? Je vous remercie. Je vous laisse la parole. Oui. Vous avez 1 minute 30. Oui. On déjà dire qu'effectivement, on est dans une situation où il faut davantage de logements, plus de logements très sociaux, plus de logements sociaux, plus de logements qu'on qualifie d'abordables, plus de logements intermédiaires. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement, il faut tout type de logement et ensuite, c'est un travail par territoire qu'il faut opérer. Je ne vais pas revenir sur toutes ces années qu'on vient de connaître, mais il me semble quand même qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui. En tout cas, est-elle unanime? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une prise de conscience beaucoup plus forte qu'elle n'existait il y a encore un an ou deux sur la situation actuelle. On entend moins des paroles du type finalement, quand on regarde de façon macroéconomique, il y a assez de logements pour tout le monde. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on entendait il y a 2 ou 3 ans. Bon, ça, on entend quand même un peu moins. Vous l'avez souligné, on a maintenant une ministre du Logement qui connaît bien le secteur, qui connaît bien la situation, qui a certainement envie de trouver les solutions. Et puis vous soulignez la situation budgétaire. Bon, je pense qu'en tant qu'élu de la nation, vous la connaissez sans doute encore mieux que moi, mais ceci dit, on est dans un contexte extrêmement contraint et je pense que à la fois en tant que syndicaliste, j'en ai conscience, mais en tant que vice-président du groupe, j'en ai conscience également. Donc, c'est comment, dans ce contexte contraint et avec cette priorité que doit être le logement pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, on répond aux questions. Alors, retour au 1%, moi, là, c'est un peu lire dans le mar de café. Très franchement, je crois pas trop. Je crois pas trop pour plein de raisons, mais ça m'embête de répondre à cette question-là parce que là, je pense que le président, qui est à la fois président, qui est vice-président du MEDEF, je pense qu'il aurait eu aussi une réponse à apporter. Mais ça me paraît aujourd'hui un peu difficile. Il va falloir raccourcir. Allez, je suis allée. Comment je peux faire? Non, mais ça me paraît difficile pour toutes des raisons qui seraient trop longues à évoquer. Mais aujourd'hui, repasser à 1%, ça me paraît difficile. Voilà. Merci à vous et désolé. Donc maintenant pour le groupe socialiste, Laurent Lardy. Merci Madame la Présidente, pardon. Monsieur le Vice-président, Madame la Directrice Générale. Le groupe socialiste avait porté sous la précédente législature une proposition de loi qui visait à rétablir la garantie universelle des loyers, initialement, vous savez, qui avait été créée par la loi Allure. Alors avec la stagnation de la production de logements, on a besoin maintenant de trouver des solutions pour des locataires qui doivent se loger dignement et aussi, et c'est lié, nous le savons, redonner confiance aux propriétaires dans l'acte de location de leurs biens. Par ailleurs, Madame la Présidente, vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous le savons tous, la France connaît une grave crise du logement
et le recours accru aux locations de courte durée en zone tendue. Alors c'est un cas que je connais personnellement bien, c'est le cas dans la circonscription où j'étais élu. Ce recours est devenu un facteur fortement aggravant. Dans ce contexte, mes questions porteront sur la garantie Visale et sur le dispositif loué pour l'emploi, deux dispositifs que vous mettez donc en œuvre au sein de Action Logement. Alors d'abord, le dispositif Visale, je le rappelle rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'assurer une caution pour des locataires plutôt jeunes et précaires, et il connaît un véritable succès dans la location de biens. Il redonne confiance aux bailleurs potentiels, il protège les locataires contre les demandes de garantie abusives, tout en recréant de la confiance entre les deux parties. Le dispositif loué pour l'emploi, quant à lui, il redonne aussi de l'attrait à la location classique en mettant en relation des bailleurs privés avec des locataires qui accèdent à l'emploi. Alors mes questions sont les suivantes. Une assez large finalement, qu'est-ce que vous penseriez de l'efficacité d'un dispositif qui consisterait à étendre la garantie Visale à un public plus large, voire pourquoi pas à lui donner un caractère universel? Autre question plus spécifique concernant le dispositif loué pour l'emploi. Est-ce que vous considérez que sa promotion accrue, voire sa bonification pour les bailleurs privés, pourrait être un outil efficace pour engager des propriétaires aujourd'hui positionnés sur la location saisonnière de courte durée à mettre ou à remettre leurs biens sur le marché de la location de longue durée? Je vous remercie de votre attention. On va faire à deux voix. Oui, il faut être fort. Hein. C'est pas mon cas d'être bref. Alors, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Je vais faire un peu de caricature du coup. Sur rendre Visale universel, je vous dis, je suis pas favorable moi. Alors c'est pas une nouveauté. J'ai jamais été favorable à rendre universel ce système. Moi, je suis favorable à des outils discriminants. Voilà, je le dis parce que je pense qu'il faut donner des outils à ceux qui en ont besoin. Voilà. Et je ne suis pas sur le saupoudrage total, quels que soient les dispositifs. Voilà. Visale, ça marche parce que je vais vous donner un exemple très concret. Ma fille, elle vient de trouver un boulot, elle a besoin d'un logement, je me suis porté caution. Elle n'a pas besoin de Visale. Elle a son père qui peut porter caution. En revanche, il y a des tas de jeunes qui ne sont pas dans la situation de ma fille, qui, eux, ont besoin d'outils. Ce sont des outils discriminants. Moi, je suis favorable à ce type de système. Tous les jeunes de moins de 30 ans sont éligibles à Visale, les salariés modestes, les salariés en mobilité. Donc et là, on vient d'élargir aux saisonniers, donc avec le statut de saisonnier. Donc effectivement, ça a pas mal évolué et je pense que c'est bien parce que ça donne un avantage aussi à ces personnes-là qui sont plus fragiles vis-à-vis d'un bailleur quand il a plusieurs choix. Au moins, Visale leur donne la possibilité d'avoir le logement parce qu'ils vont être en concurrence avec les assureurs privés et avec des gens qui ont des meilleurs dossiers. Donc ça avantage les jeunes. Pour répondre sur louer pour l'emploi, parce qu'il reste 20 secondes, on y croit beaucoup et vraiment parce que ça sécurise encore plus le fait d'avoir un salarié d'entreprise, d'avoir aussi Visale parce que quand c'est des jeunes, ils sont couverts, quand ils sont en mobilité, ils sont couverts, quand ils sont modestes, ils sont couverts. Et donc tout ce qui peut être fait là-dessus, on l'utilisera aussi pour mieux développer cette offre d'action logement. Mais quand je dis tout, c'est-à-dire toutes les mesures qui peuvent être mises en place aussi par le législateur pour favoriser ces locations et ces remises sur le marché de logement. Merci beaucoup. Alors pour le groupe écologiste et pour le groupe DR, je suis désolée, Jérôme Nury. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, Madame la Directrice Générale, on l'a dit, on le redit, le logement c'est un sujet important et essentiel à la fois dans les villes mais aussi dans les campagnes. Ah oui, pardon, je suis désolée, on va reprendre. Allez-y. Je maîtrise pas encore bien. Je vois désolée. Ça. Dans une période de rodage. Voilà. C'est aussi le premier budget de nos concitoyens. Sujet aussi sur lequel il y a énormément d'intervenants, de politiques publiques, qui ne cessent d'ailleurs d'être modifiés. La visibilité est donc nulle pour nos concitoyens entre les OPA, les C2E, l'ANA, MaPrimeRénov', les aides des collectivités, le PTZ, le Pinel, le Normandie. Bref, difficile de s'y retrouver et pas certain que tout ça soit très efficace. Action Logement est présent dans nos territoires, notamment territoires ruraux, par vos participations dans les sociétés HLM. Mais nous avons des besoins autres et cruciaux, notamment sur les accompagnements pour des opérations de rénovation de logements anciens dans les centres-bourgs et les centres-villes des petites villes. Souvent, l'initiative privée est défaillante par manque de rentabilité. Et ce sont donc les collectivités, les communes, les intercommunalités qui sont obligées d'agir en direct et donc de réhabiliter elles-mêmes de l'ancien
qui coûtent cher et immobilisent beaucoup de capital et de budget. La solution pourrait être de créer des sociétés de portage type foncière avec les collectivités actionnaires. Cela permettrait de redynamiser cet habitat ancien qui ne correspond pas aux standards aujourd'hui que souhaitent nos concitoyens, mais cela permettrait aussi de redonner des chantiers aux entreprises et artisans du bâtiment qui, on le sait, sont en train de rentrer dans une crise profonde. Toutefois, pour cela, il nous faudrait des actionnaires. Est-ce que le groupe Action Logement ne pourrait pas entrer au capital de ces foncières pour aider concrètement les territoires, et notamment les territoires ruraux, qui auraient besoin de vous à cette occasion? Je vous laisse répondre pour 2 minutes. Oui. Voilà. Alors, ce constat sur notamment, on va dire, certains territoires qui étaient un peu délaissés, on l'avait fait, les partenaires sociaux l'ont fait dès 2017, quand on s'est engagé massivement dans Action Cœur de Ville. Donc là, on est sur des villes moyennes, mais qui étaient aussi délaissées quand même en termes de, je dirais, de rénovation de leurs centres anciens. Et là-dessus, on a développé un outil qui marche très bien, qui est un prêt, en fait, dans toutes ces villes ACV, dédié, en fait, à des opérations de rénovation. Et c'est aujourd'hui de 1 000 € du mètre carré qui peut être porté à 1 500 € du mètre carré et qui permet la réalisation de ces opérations. On a un autre outil qui est une foncière qui s'appelle Foncière Logement, que vous connaissez, qui intervient dans les quartiers de rénovation urbaine et qui déploie un autre programme aussi depuis le plan d'investissement volontaire qu'on a nommé DINEO et qui vise à résorber de l'habitat indigne et à le remettre sur le marché. Mais là où on intervient, c'est vraiment tout le temps, en fait, là où on est dans des bassins d'emploi. Donc c'est là où vous allez nous trouver. C'est même dans du rural. On avait fait la cartographie des communes de moins de 8 000 habitants dans lesquelles on intervient. C'est très important. C'est une grande partie de notre production. Et donc, on arrive avec l'outil, par exemple, d'INEO, à racheter. Mais il faut pouvoir être propriétaire vraiment foncier, donc avoir un accord aussi avec la commune pour acheter le bien. Et là-dessus, on est en logement privé, en fait. C'est pas du logement conventionné. Donc, cet outil, on l'a mis en place. Il fonctionne bien. Après, c'est des temps longs. Donc, on pourra vous illustrer avec vous un certain nombre de choses. Quant à rentrer au capital de société, alors ça se fait avec des promoteurs sous forme de SSCV, on sait faire ça. J'ai pas forcément l'expérience aujourd'hui de foncière avec des collectivités. On n'est pas fermé au sujet, mais il faut vraiment regarder derrière aussi. Pour nous, l'intérêt à agir va toujours être la capacité à louer à des salariés du bassin d'emploi. Donc c'est vraiment ce qui va nous guider dans ce type d'investissement. Mais en tout cas, effectivement, c'est un vecteur aussi autre que la PEC en direct, c'est de passer par les sociétés immobilières. Donc là, on a quelques exemples, mais on n'a pas un outil généralisé, mais il y a vraiment une ouverture s'il y a un bassin d'emploi derrière. Merci beaucoup. Donc, pour le groupe écologiste et social, Boris Tavernier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Madame la Directrice Générale. On sait que depuis 2017, les bailleurs perdent 1,3 milliard d'euros par an avec la réduction du loyer de solidarité. Cela s'ajoute à la hausse de la TVA sur les opérations, passée de 5,5 à 10%, et à l'indexation du taux d'emprunt des bailleurs sur le livret A, qui leur coûte presque 4 milliards par an. Ces coûts réduisent fortement les capacités des bailleurs à investir dans de nouveaux projets et à entretenir, rénover le parc de logements sociaux existant. Actuellement, près de 2,7 millions de ménages sont en attente d'un logement social, un niveau record. Le taux d'attribution risque de baisser encore si la production n'est pas relancée. Depuis 2021, on construit moins de 100 000 logements par an, alors que l'objectif était d'au moins 125 000. Alors que le défi est avant tout budgétaire, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a laissé sous-entendre une remise en question du ZAN. Je tiens donc à insister sur un point qui est rappelé par le rapport publié l'an dernier par la Fondation Abbé Pierre et France Nature Environnement. Le logement social est un modèle particulièrement adapté au défi zéro artificialisation. Avec le logement social, la protection de nos terres n'est pas l'adversaire du droit au logement. Si on veut diviser notre rythme d'artificialisation d'ici 2030, tout en répondant aux besoins de logement croissants de la population, il faut plus de logement social, et ce pour 3 raisons. Première raison, le logement social est le type de logement qui artificialise le moins de nouvelles terres. Cela est plutôt logique puisque le logement social, c'est majoritairement du logement collectif avec une meilleure efficience, une plus faible emprise au sol par habitant que le logement individuel. Deuxième raison, le logement social est majoritairement produit sur des sols déjà artificialisés, que ce soit en densification, recyclage et renouvellement urbain. Troisième raison, le logement social est un type de logement qui permet de s'assurer dans la durée qu'on construise des logements pour que les gens y habitent. Construire des logements sociaux, c'est construire des logements en résidence principale, plutôt que des résidences secondaires ou des meublés de tourisme type Airbnb qui assèchent le marché du logement dans nos territoires. Pour rappel aussi, le taux de vacances et de sous-occupation est 2 fois plus faible dans le parc social.
Enfin, le logement social est un logement antispéculatif qui permet de piloter une vraie politique d'accessibilité au logement. Sobre en consommation de terre, le logement social est en revanche fort en services rendus. Au vu de ces données, comment relancer la production de logement social? Je vous remercie. Merci. Vous avez 2 minutes. Il y a une partie de la réponse dans votre question. Il y a une partie de la réponse dans votre question. 8,1 milliards d'euros. C'est la RLS depuis 2018. Voilà. Elle a été mise en place à un moment où le taux du livret A était très bas. Il était à 0,5. L'augmentation du taux, il y a 140 milliards de dettes aujourd'hui du secteur auprès de la Caisse des dépôts. Un point de taux, c'est 1,4 milliard par an. Donc on est passé à 3%. Donc vous voyez la charge financière qui augmente. Donc là, il y a sans doute un sujet à explorer parce qu'on a une double contrainte. C'est-à-dire la RLS se met en place, les bailleurs s'organisent, font des économies. Mais maintenant, on a cette équation financière qui est différente avec 2,5 points de plus, et même si ça baissait un tout petit peu, on aurait 2 points de plus que ce qu'on avait quand elle a été mise en place. Donc il y a un vrai sujet. 8 milliards 100. Si vous faites, et on a fait les ratios de regarder les fonds propres qu'on met dans les opérations depuis 5 ans, c'est 324 000 logements sociaux qui auraient pu être construits, 46 000 par an. Vous voyez, c'est ce qui manque en fait par rapport à ce qu'on avait avant. Maintenant, voilà, il y a un vrai sujet qui est lié à ces taux qui sont très importants et à un coût du financement important et au maintien d'une RLS au même niveau aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer aux questions individuelles. Donc d'abord, je passe la parole à Madame Nicole Lepé pour 1 minute. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame, Monsieur, l'année dernière, vous avez pris la décision de supprimer le dispositif Mobilipass. Ce programme a permis, sous certaines conditions, à des centaines de milliers d'employés de bénéficier d'un accompagnement personnalisé lors de leur mobilité professionnelle. Il a joué un rôle essentiel dans la redynamisation des territoires, peu attractifs, permettant à des travailleurs qualifiés de revitaliser aussi l'activité économique de nos zones géographiques délaissées. J'ai pu d'ailleurs constater son efficacité sur ma région, la Bretagne. Pourriez-vous nous éclairer sur les raisons qui ont conduit à la suppression de ce dispositif et nous indiquer ce qui le remplacera? Je vous remercie. Merci à vous. Vous avez 3 bonnes minutes. Oh, très bien. Ah non, pardon. Pardon, on prend toutes les questions. Je suis désolée, c'est la fatigue. Donc, Madame, Monsieur Boris Tavernier, pardon. C'est bon. La loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 fait obligation d'attribuer 25% des logements situés hors QPV, hors quartier prioritaire de la politique de la ville, aux demandeurs du premier quartile de revenus, c'est-à-dire aux demandeurs les plus en difficulté économiquement. Cette obligation est louable, elle fixe un objectif de mixité sociale. Pour autant, les résultats ne sont pas à la hauteur de cette obligation. Il est vrai que cet objectif des 25% est difficile parce que les HLM hors QPV, souvent construits ou acquis récemment, sont plus chers que ceux situés en QPV. Pour autant, que fait Action Logement pour se rapprocher de ces obligations? Je vous remercie. Merci. Ensuite, je donne la parole à Madame Anaïg Lemeur, Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Innover, c'est anticiper. Innovation en termes d'énergie, de durabilité, d'inclusivité des logements. J'ai lu que vous souhaitiez vous engager dans cette voie en intégrant notamment des technologies avancées de type domotique, de surveillance, de sobriété énergétique avec des systèmes de gestion intelligents. Je me permettrai, pour plus d'innovation, d'ajouter la flexibilité à la notion de réversibilité que vous avez abordée pour la transformation des bureaux en logements. Ce sujet, nous l'avions esquissé en termes de logement adaptable en lien avec le handicap dans la loi Elan. Selon moi, le logement se doit de s'adapter au changement de composition familiale. Venue d'un enfant, départ des enfants, accueil d'un aidant. Sans changer de logement, on peut recomposer l'espace de vie en l'adaptant aux besoins, mais cela nécessite de l'anticiper dès la construction. Porte cachée, trémies masquées. Le groupe Action Logement souhaite-t-il s'engager dans ce sens, ce qui permettrait de réguler la suroccupation ou la sous-occupation des espaces? Merci à vous. Donc, je laisse la parole maintenant à Monsieur le député Lionel Tivoli. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président et Madame la Directrice Générale.
La crise du logement est là, elle s'aggrave et malheureusement, excepté de beaux discours, peu d'actes susceptibles d'apporter une amélioration tangible sont pris. Il y a quelques mois, la 4e convention d'engagement partenarial régional en faveur du logement en Provence-Alpes-Côte d'Azur était signée dans les locaux de votre groupe. Mais force est de constater que les indicateurs restent au rouge dans notre région et particulièrement dans mon département des Alpes-Maritimes, frappé de plein fouet par la baisse du volume des projets de construction. Alors, si les freins à la construction sont clairement identifiés, parmi lesquels la rareté du foncier disponible ou la perte de confiance des bailleurs en raison d'une insécurité juridique permanente, de rapides solutions doivent être trouvées. Pouvez-vous nous faire un bilan de l'application de cette convention ainsi que de l'appel à manifestation d'intérêt AMI national sur son volet package? Je vous en remercie. Merci. Et maintenant, je donne la parole à Monsieur le député Stéphane Buchou. Merci Madame la Présidente. Deux questions très rapides, élues d'un territoire où évidemment la problématique du logement est prégnante sur le littoral vendéen. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des logements temporaires et utilisé le terme saisonnier. Je voulais savoir plus concrètement quelles étaient vos propositions en la matière dans des territoires effectivement où ce manque cruel de main-d'œuvre pose des problèmes économiques. Et puis, puisqu'il me reste encore un peu de temps, je voulais connaître votre sentiment et vos propositions par rapport à une proposition d'extension, généralisation du prêt à taux zéro, là aussi dans des territoires qui sont particulièrement contraints et dans un contexte budgétaire lui aussi extrêmement contraint. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Je vous donne maintenant la parole pour répondre à l'ensemble des questions individuelles. Monsieur le vice-président et Madame la directrice générale. Je vais les prendre dans l'ordre. Alors, Madame, sur le Mobilipass, effectivement, c'était un dispositif qui visait à fournir une aide à la mobilité en fait directe aux salariés. En fait, c'était pas vraiment direct, c'était qu'il y avait un certain nombre de prestataires qu'on finançait pour aller accompagner un salarié dans son déménagement, qui était dans la convention quinquennale précédente, 2018-2022, et qu'on a souhaité arrêter pour plusieurs raisons. Un, il y a eu parmi les prestataires qui travaillaient pour nous des mauvaises pratiques, on va dire là-dedans, et qui en fait venaient vers nous avec des salariés qui avaient déjà trouvé par eux-mêmes un logement et donc des difficultés de contrôle, de traçabilité. Donc on a mis en place des chartes, mais ça n'avait pas abouti, et donc une certaine inefficience. Une enquête qu'on avait menée auprès de tous les attributaires du Mobilipass montrait qu'il n'y a que 10% d'entre eux pour qui cet accompagnement avait été vraiment décisif. Donc en termes d'efficacité, c'était pas le plus efficace, et c'est vrai qu'on a plutôt misé sur le Mobili Jeune qui marche très bien, qui est une aide directe aux jeunes alternants qui permet de faire baisser le reste à charge, puisqu'on peut les financer à hauteur de 100 € par mois, donc ça qui fonctionne très très bien. Et puis sur ce dispositif loué pour l'emploi, où on s'est dit, donc là aussi on va passer avec des intermédiaires, mais on va identifier aussi un volant de logement privé qu'on va pouvoir adosser en fait et proposer en offre aux salariés. Donc en fait c'est ce dispositif loué pour l'emploi qui va venir remplacer le Mobilipass avec des acteurs professionnels qui sont à peu près les mêmes, mais en tout cas pas ceux qui en avaient fait qui avaient fait un mauvais usage, plutôt ceux avec qui on avait déjà des bons partenariats et qu'on est en train de retisser sur ce nouveau dispositif loué pour l'emploi en contractualisant avec eux ces accompagnements. Pour parler du premier quartile, excusez-moi, mais il y a vraiment un truc important à noter là-dessus, c'est la fiabilité ou le manque de fiabilité des données aujourd'hui dans le SNE et donc dans le fichier de demandeurs de logements sociaux. C'est un véritable problème. Et franchement, imposer cette notion de 25% du premier quartile, quand on sait qu'il n'y a pas de vérification des données qui sont mises dedans et que beaucoup de demandeurs sont à 0 revenu aujourd'hui, mais tout simplement parce que le dossier n'est pas mis à jour et que le premier quartile, il est calculé en prenant les zéros comme les autres, ce qui fait qu'il est très très bas et bien en deçà du seuil de pauvreté. Donc nous, on avait plutôt, et l'USH aussi porte ça, demandé à ce qu'on indique un seuil qui existe, qui est peut-être ce seuil de pauvreté qu'il faudrait qu'on ait comme référence, parce que
souvent ce premier quartile n'est pas révélateur du vrai premier quartile derrière. Alors qu'est-ce qu'on met en place? On a, nous, tout un dispositif qui est plutôt orienté pour les personnes dites publiques prioritaires et reconnues droit au logement opposable. Vous savez qu'on travaille en logement choisi. On a une plateforme qui s'appelle Aline où les salariés se connectent avec leur numéro unique, c'est interfacé, on récupère leurs données et se positionnent sur les logements. Et il y a un certain nombre de logements qui ne sont visibles que pour les personnes prioritaires, ce qui permet justement de répondre à cet enjeu et à cette obligation, et derrière une traçabilité et une interconnexion avec plus de 200 bailleurs qui sont connectés avec nous aujourd'hui. Concernant Madame Lemeur et l'innovation, je vous rejoins. Oui, on est prêt à tester ça. Oui, derrière réversibilité, il y a aussi la flexibilité. Il y a plusieurs opérations en vous entendant auxquelles je pensais, notamment une sur le plateau de Saclay avec cette notion de pièces supplémentaires. Mais il y a aussi derrière ça la capacité à je pense, être un peu meilleur collectivement dans les mobilités à l'intérieur du parc social. On était bloqué par la notion de réservataire. Maintenant qu'on est en gestion en flux, c'est une des avancées de la gestion en flux, c'est de plus être bloqué par ça pour un bailleur et de pouvoir donc proposer en priorité ou plus facilement des logements peut-être plus grands ou plus petits dans le même environnement, dans le même immeuble, même aux habitants, ce qui n'était pas possible il y a encore un an, puisque la réforme s'est mise en place il y a un an. Et oui, pour intégrer ça dans les nouvelles constructions. Alors sur les Alpes-Maritimes, vous m'excusez, j'ai pas le chiffre précis, mais on pourra vous le communiquer et donc je m'engage à le faire. Au niveau national, on a lancé le plan 30 000 logements pour l'emploi. Ce sont 34 600 logements qui ont été acquis, et donc je vous communiquerai les données plus précises de la région PACA. C'est une des zones ultra tendu aujourd'hui en termes d'attribution et de construction aussi de logements. Et donc ça, je vous communiquerai ça à l'issue de l'audition. Et concernant la Vendée, alors juste à côté de la Vendée, dans les Pays de la Loire, à Chambéry, on a mis en place une résidence qu'on aimerait bien aussi dupliquer en Vendée. Il y a même un travail en cours de notre filiale Podélia là-dessus. C'est une notion de résidence où les salariés et les travailleurs peuvent arriver parce qu'en fait, on a des territoires, et c'est vraiment le cas en Vendée, où vous n'avez pas assez de travailleurs sur place. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur et donc ils ne sont pas logés. Et donc, pour les loger, on a cette résidence qui permet d'avoir un contrat de bail d'1 an renouvelable une fois, le temps de faire sa période d'essai, de s'installer et de trouver un logement pérenne en fait dans la région. Donc, ça a démarré là-bas. On aimerait reproduire ça dans tous les territoires avec une forte tension sur l'emploi. Le vice-président parlait des territoires en réindustrialisation. Donc aujourd'hui, en fait, je vais dire on bricole, c'est-à-dire on y arrive parce que tout le monde est mobilisé, les collectivités locales, l'État, pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir un statut pour ces résidences qu'on appelle à vocation d'emploi, qui permettrait d'accueillir avec un coût modéré des travailleurs justement qui arrivent sur ces territoires en forte tension. Et donc ça fait partie des sujets, et je vois Annick Lemeur qui sourit parce qu'on en a parlé beaucoup. Et exactement. Et je pense que ça, c'est quelque chose maintenant que en s'appuyant notamment sur le logement intermédiaire, notamment le fait qu'on peut avoir des résidences gérées en intermédiaire, là où on bute, c'est que dans le logement intermédiaire, on parle de résidence principale. Alors que là, quand on arrive, c'est pas forcément sa résidence principale, pas tout de suite en tout cas. Et donc, si on arrivait à lever ces verrous-là, on pourrait peut-être développer ce type d'offre de façon plus importante. Mais en tout cas, on a identifié le sujet et on le fait aujourd'hui avec je dirais, le bon sens et puis l'appui des élus locaux. Et peut-être sur le PTZ, si tu veux. Quelques éléments complémentaires qui font peut-être un peu office de conclusion. Je ne sais pas si c'est le moment de la conclusion, mais j'anticipe peut-être. Mais moi, je pense que s'il y a un constat partagé qu'on est en crise du logement, c'est ça le nœud du problème, il est là, c'est que pendant quand même de nombreuses années, on n'a pas eu ce constat partagé. On rencontrait quand même un certain nombre d'acteurs qui nous disaient non, il n'y a pas de crise. Et pire encore, c'est-à-dire que si on construit trop, dans 30 ans, on aura trop de logements, enfin bref. Donc si vraiment le constat est partagé, les solutions, elles existent et elles ont été partagées au Conseil national de la refondation, au CNR, malheureusement qui ne s'est pas traduit dans les faits.
mais en plus qui avait fait l'objet d'un compromis large entre la Fondation Abbé Pierre d'un côté et Nexity de l'autre, pour aller vite. Mais, donc les solutions, elles existent, mais elles ne peuvent être appliquées que si on croit vraiment qu'il y a une crise du logement. Donc si on croit vraiment qu'il y a une crise du logement, alors il y a des solutions qui existent. Alors certes, dans un moment compliqué, je pense qu'on sait tous, compliqué à plus d'un titre, politiquement parlant, financièrement parlant, budgétairement parlant. Donc je pense qu'il faut garder... Il faut être volontaire en matière de logement, et je pense qu'il faut être pragmatique. C'est une combinaison des deux, du volontarisme et du pragmatisme. Et à titre d'exemple, je crois que ce soit sur le prêt à taux zéro, que ce soit, on a parlé il y a eu des questions ou des interventions sur le ZAN, il y a eu aussi je crois, en tout cas dans votre propos introductif, d'ailleurs vous avez parlé du DPE, sur toutes ces questions-là, il faut continuer à être volontaire, mais il faut être pragmatique. Et donc, c'est vraiment parfois un peu de la dentelle, selon les territoires, selon les situations. Il faudra trouver les bonnes solutions. Le danger dans une situation telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Donc ça, il faut quand même être très vigilant à ça. Donc il faut trouver les bonnes solutions au bon endroit et au bon moment. Et c'est d'ailleurs ce qui fait un peu la force de notre groupe, c'est qu'on est c'est très hétérogène, vous l'avez compris, un groupe paritaire, c'est très hétérogène, mais la force, c'est de trouver les compromis et qui nous permettent de trouver les bonnes solutions, à la fois pour les entreprises, les territoires, mais aussi les travailleurs, bien évidemment. Bien, nous vous remercions beaucoup, Monsieur le Vice-président, Madame la Directrice Générale, pour cette audition. Donc, je rappelle qu'à 16h30, nous avons l'audition de CDC Habitat, et bon appétit à tout le monde.